Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Une nouvelle année commence, et pour cette nouvelle année, on va faire une petite deck tech autour d'un général tout mignon qui pointe le bout de sa truffe. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Domino. Salut Domino. Salut, ça va? Trêve de suspense, tu es venu avec quoi? Eh bien, comme tu l'as un peu spoilé, je suis venu avec Wilson, Refine Grizzly, créature légendaire verte, pour 2 mana, une 2/2, incontrable, vigilance, portée, piétinement, parade 2, qui peut choisir un background, donc entre guillemets, un partenaire, sous la forme d'un passé. Et le passé que j'ai choisi est bleu, Sword Coast Sailor. Son effet est quasiment pas utilisé, si ce n'est pas du tout. Alors on rappelle, Ah. quand vous jouez deux partenaires, au début du jeu, vous allez choisir quel général vous allez jouer, suivant tel match-up que vous affrontez, ça peut être très bien être stratégique. Et à partir du moment où vous le jouez, durant le reste de la game, vous ne pourrez pas jouer l'autre général, sauf si vous jouez des cartes un petit peu spécifiques qui vont vous permettre de mettre vos généraux sur le champ de bataille ou dans votre main. Là, on est donc sur un passé. Est-ce que tu as des cartes dominant dans ton deck, on en parlera peut-être après, qui te permettent de jouer ce passé en plus de ton général du coup? De base, non. Pour être assez honnête, j'ai toujours écarté l'idée. C'est pas une de mes premières réflexions. Pourquoi as-tu choisi ce général du coup? Parce qu'il est assez intriguant. Finalement, on le retrouve pas forcément en ce moment beaucoup dans les tournois Duel Commander. Il est quand même assez attirant finalement, avec toutes ses capas. Bah, déjà, tu l'as dit, c'est un général avec beaucoup de capacités, beaucoup de texte dessus. En général, les créatures comme ça, un peu caricatural, mais c'est fort. Je voulais absolument jouer un deck Voltron. Donc un deck, dont la stratégie, c'est de mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire, une créature et cette créature, tu veux qu'elle t'emmène d'une manière ou d'une autre au bout de ta partie. Dans le cas présent, ça peut être soit parce que tu vas lui attacher un effet qui va te faire piocher, soit tu vas attacher un effet qui va augmenter ses dégâts sur la durée, donc un enchantement souvent. L'autre possibilité, ça va être de venir, vraiment la booster sur un court instant, mais à l'extrême. Donc l'idée, c'est de jouer Voltron et du coup, j'ai choisi un passé bleu pour ajouter à mon général. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bleu va te permettre, d'ajouter de l'interaction avec ce que ton adversaire fait, ce qui va permettre, en fait, de faire passer tes points. Soit rendre tes créatures imbocables, soit faire un effet qui va renvoyer une créature de ton adversaire dans sa main. C'est un peu l'idée générale du deck. Tu disais qu'il n'était pas forcément très, très représenté. En fait, c'est logique, c'est un deck qui va rester de niche. Le deck a des «trous», entre guillemets, contre certains match-up. Un choix, typiquement, quand tu joues ce deck. Tu joues pas un des meilleurs decks. Tu joues un deck qui est adapté, voulu pour battre les meilleurs decks. Comment es-tu arrivé à cette mouture et qu'est-ce que tu as mis dedans? Ce que j'aime, du coup, c'est le côté où on va pouvoir agresser son adversaire très vite, clore des parties très, très rapidement. Pour donner une idée, on peut faire, des BO3 en 15 minutes avec ce deck. Heu, donc ça peut être pas mal pour un tournoi, ça permet de conserver de la charge mentale, d'éviter de trop en avoir, en fait. Ok, donc c'est vraiment un général un petit peu particulier. Je suppose que si tu as choisi ce général, c'est pour une raison, et je pense qu'il a des atouts, ou en tout cas des gros points positifs. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Alors, faut savoir que c'est déjà un deck agressif qui est résistant aux interactions. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, dans le format, on se retrouve à avoir de plus en plus de gestion. Même, on va avoir certains généraux qui sont des gestions. On peut penser par exemple à Grist, on peut penser également à Ertai. Le fait que notre général ait la parade 2, c'est assez important. En plus de ça, c'est un deck qui va être high tempo, c'est-à-dire qu'on va jouer de manière à écourter les parties le plus rapidement possible, même si on est capable de jouer des games un peu plus longues. En fait, les parties vont être assez courtes, mais on va jouer beaucoup de sorts dans nos parties, parce que tous nos sorts coûtent très peu. Des cartes qui vont coûter 1 mana assez régulièrement et on peut se retrouver dès le tour 3 à jouer 2 voire 3 sorts dans le même tour, selon les situations. C'est aussi un deck qui est difficile à anticiper parce qu'en fait, la structure du deck déjà est très, hétérogène. Il y a beaucoup de choses différentes à l'intérieur et derrière, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec toute la panoplie de sorts, bleu et vert qu'on peut avoir à notre disposition aujourd'hui. C'est un deck qui est, très adaptable durant les parties, mais aussi durant la construction. C'est vraiment les atouts qui m'ont plu. Ah, moi, ça me parle quand tu me parles de deck marginal. Moi, j'aime bien. Ça réveille mon instinct de builder. Tu disais une panoplie de sorts, du coup. Allons-y, rentrons dans le deck. Quelle est justement cette fameuse panoplie de sorts qui compose l'ensemble de ton deck? Alors pour la structure du deck, c'est assez simple. L'idée déjà, c'est, comme dit avant, de jouer son général. Une fois que le général est joué, on va chercher, dans un premier temps, à le booster grâce à des boosts continus du type aura et équipement, comme, Greffe du Raccommodeur, qui va donner +3/+3 à notre général, en échange de quoi, s'il attaque, il ne peut pas se dégager au tour suivant. La petite difficulté, c'est que si jamais elle devient détachée de notre général, on perd notre général. On va chercher également à protéger équipement dans ces cas-là. On a quelques cartes à l'intérieur du deck qui le permettent.
Deuxième moyen de booster grâce aux équipements, c'est l'ombre lance. Ombre lance qui donne +1/+1 et lien de vie. Carte importante en fait pour certains match-up où vous allez vous retrouver contre des grosses bébêtes, un petit peu plus grosses que votre général. En fait, le lien de vie, ça permettra de mitiger les points que vous prendrez dans la tête. Côté aura, je vais en avoir qui vont notamment soit donner un petit peu plus de résistance au général. On va avoir ombre d'araignée et on va avoir mutation instable, rancœur également. Toutes des cartes qui vont principalement être là pour booster la puissance du général, en plus d'un peu le protéger par extension, mais aussi des enchantements qui vont donner de l'évasion. On va avoir par exemple Formaqueuse, on va avoir Outrepasser la sécurité, Vol spectral. Plusieurs cartes en fait qui vont soit donner le vol, soit l'imbloquable, et en plus de ça, vont aussi faire des petits rajouts de stats. Après, en termes de boost, on va avoir toute la catégorie des pumps. Ce sont des effets en fait du type éphémère qui vont donner un gain en termes de statistiques. Le plus connu, c'est Croissance Gigantesque, +3/+3 pour un mana vert, qui peut être utilisé de plein de manières différentes, simplement pour rajouter en fait des points lors de notre phase d'attaque, mais aussi parce que notre adversaire peut simplement chercher à faire des blocs, par exemple mettre 2 bêtes en face de notre créature. En fait, c'est Croissance Gigantesque, Unbeacon, Become Immense sont des cartes qui vont essayer d'empêcher tout ça. De la même manière qu'on veut l'empêcher de mourir par une phase de bloc, on va essayer de vouloir d'empêcher nos permanents de disparaître sur des interactions adverses. La parade 2 va en partie le protéger, ou en tout cas ralentir ces effets-là, mais à un moment donné dans la partie, notre adversaire peut potentiellement vouloir gérer notre général. Des effets du type défense et Ace Manic qui seront assez importants. Parmi les plus connus, on va avoir Défense en essor, Voile en peau de serpent, qui sont des cartes qui donnent la défense à Ace Manic à notre général uniquement. Mais on peut aussi avoir des cartes un petit peu plus techniques, du type Sauvegarde de Tamio, Silk Guard, qui sont là pour protéger à la fois notre général, mais aussi les permanents qui lui sont attachés. On va aussi avoir des sorts qui vont donner le déphasage. Par exemple, on va avoir la marche bleue et sortir par derrière. Ces deux cartes, elles ont deux buts. Protéger votre général d'une interaction du type anti-bête durant une phase de bloc, une phase de combat qui n'est pas très intéressante pour vous. Et également, protéger tout ce qui va être attaché à votre général. Parce que lorsque vous faites déphaser votre général, à ce moment-là, vous faites également déphaser tous les auras et équipements qui lui sont attachés. Après les effets de protection, vous allez également avoir des effets qui vont vous permettre d'accélérer tout ça. Ces effets qui vont permettre d'accélérer, c'est les elfes et quelques cailloux. Il y en a environ 8. Si vous faites un elfe ou un caillou au tour 1, ça vous donnera du coup un ourson, un Wilson au tour 2, avec en plus de ça, si tout va bien, un mana supplémentaire. Ce mana supplémentaire, il pourra être utilisé pour soit un sort de protection, de boost, mais en même temps, ce petit sort, il vous permettra d'arriver sur un deuxième type de protection un peu particulier, ça va être vos contres. Vous allez pouvoir à la fois protéger votre général, mais également protéger votre vie en fait du plan de jeu adverse. Ils ont plusieurs utilités, ils ont vraiment un côté tempo. Le but, c'est de savoir à quel moment vous devez jouer votre contre de manière à ce qu'il soit le plus intéressant. Est-ce qu'il faut plutôt utiliser ses comptes pour protéger? Est-ce qu'il faut plutôt utiliser son compte pour empêcher le plan de jeu adverse? C'est à vous de le comprendre au fur et à mesure et selon les match-ups. Ça fait beaucoup d'effets différents dans le deck et du coup, ça crée forcément un déséquilibre. Pour ça, déjà, on va avoir tout ce qu'on appelle les cantrips. Ce sont des cartes qui, lorsque vous les jouez, vont se remplacer. Par exemple, Vision née du sérum, Contemplation. Tous ces effets qui vont vous permettre d'avoir du choix dans ce que vous allez piocher par la suite et comment vous allez le piocher. Pour avoir plus de cartes aussi, on va avoir des effets qui vont vous donner du card advantage, c'est-à-dire des cartes qui vont vous donner des cartes au fur et à mesure de la partie. Curiosité, obsession curieuse ou recherche de combat, bibliothèque sylvestre. Tous ces effets de pioche, ils sont très importants pour avoir une stabilité dans votre paquet. Après tous ces effets-là, on va avoir des effets qui sont un petit peu particuliers parce que soit très polyvalents, soit très uniques dans le deck. Déjà, les effets du type combat, on va avoir coup de bélier, embuscade et inscription d'abondance vont permettre, si vous avez une créature assez forte, de venir gérer une créature de votre adversaire. On va avoir deux effets qui vont pouvoir renvoyer des créatures dans la main de notre adversaire. Vapor Snag. Charme de Simic va aussi avoir l'avantage de donner soit un pump, un +3/+3, soit de rendre tous nos permanents sous défense talismanique. Et le dernier petit effet qui peut interagir avec les créatures de notre adversaire, c'est Charme de Piraterie. Charme de Piraterie, parmi tous ces effets possibles, il va donner plus de -1 à une créature ciblée. Ça vient gérer les elfes, les mers des runes, un petit insecte, un Strix. Ça, c'est une des cartes qu'on ne veut absolument pas voir contre nous. Ça vient également donner potentiellement la traversée des îles à Wilson, ce qui peut être important pour venir en fait chercher les derniers points de dégâts et potentiellement défausser une carte à notre adversaire. J'ai fait à peu près le tour des effets disponibles. Faut noter que dans ce deck, il y a une possibilité, c'est de tuer avec Berserk. Si vous avez bien boosté votre général
par des enchantements ou par des équipements, c'est déjà intéressant. Mais avec des cartes comme Become Human, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Vous pourrez proposer des phases d'attaque où on a un potentiel de 24 dégâts dans la tête de votre adversaire, sorti de nulle part. Pour ajouter dans les effets un petit peu particuliers, on va avoir frappe de distorsion. L'idée de la carte, c'est de proposer 2 phases d'attaque où vous allez pouvoir en fait infliger des blessures sans souci de bloqueur en face de vous, quoi qu'il arrive. En plus, le petit boost de puissance peut être intéressant. L'emprunteur intrépide, donc ça c'est une carte qui a une 3-1 vol flash, ne pouvant pas bloquer les créatures qui n'ont pas le vol, et qui va aussi avoir un petit sort d'aventure attaché à elle, c'est le fait de, pour 2, en éphémère, renvoyer un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle dans sa main. Ça peut venir chercher des enchantements un petit peu embêtants chez notre adversaire, ça peut venir chercher des Planeswalkers qu'on va forcer notre adversaire à rejouer, ce qui lui coûtera du mana, ce qui est assez important dans le pack. Et on va également avoir, dans les effets un petit peu particuliers, Endurance. Endurance, c'est une 3-4 flash portée qui, lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, va faire qu'un joueur va devoir renvoyer son cimetière dans un ordre aléatoire en dessous de sa bibliothèque. Cet effet est assez important pour venir chercher des packs un peu particuliers du méta. Il faut savoir que Reanimator est un archétype qui existe. Il faut savoir que les packs combos vont utiliser leur cimetière, voire même plein de petites synergies de cimetière en fait finalement qui viennent s'immiscer, qui viennent s'introduire dans tous les decks du format. On a passé à peu près l'entièreté des cartes actives du deck. On peut rapidement voir au niveau des terrains. Alors, il faut savoir que c'est une mana base de deck aggro. À partir du moment où il est bicolore, il va souvent avoir une mana base qui est assez difficile. L'idéal, c'est d'avoir à ce moment-là une couleur dominante dans votre deck. Là, c'était assez difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait vraiment besoin d'avoir des contres et d'avoir des sorts verts. On est sur une mana base un peu instable. Après, pour tout ce qui va être terrain utilitaire, on va avoir Boseiju et Otawara. C'est potentiellement en fait des sorts que vous avez à l'intérieur de votre mana base qui vont venir chercher, par exemple, pour Boseiju, on peut venir gérer un labyrinthe 10. Pour Otawara, ça va par exemple pouvoir venir chercher des créatures embêtantes. On parlait du Strix tout à l'heure. On va avoir Okina. Okina, c'est un petit terrain qui, lorsqu'on a un peu trop de mana à utiliser, payer un vert et donner +1/+1 à une créature légendaire, donc à Wilson. Pendelhaven, on l'utilisera pas très souvent. Il est là pour venir booster un elfe. On va aussi avoir Blinkmoth Nexus, c'est un manland qui va pouvoir remplacer notre général pour venir chercher les derniers points ou compléter les derniers points, à savoir que Pendelhaven, du coup, peut aussi le booster. On va avoir Waterlogged Grove et le dernier land, qui est quand même pas des moindres, c'est Urza's Saga, qui est là pour le côté avantage de carte qu'elle va nous donner. On va pouvoir créer jusqu'à 2 tokens avec la carte. Et surtout, on va pouvoir aller chercher un artefact, soit 1 tout pile, soit 0. Le 1 tout pile, c'est parfait, parce que ça ira chercher donc notre Ombelance ou notre Gravure Accommodateur. Après, le deck est assez complexe au sens où on a plein de petits effets différents. Tous ces petits effets différents vont dans la même direction, c'est-à-dire notre plan en ABC, agression, boost et contrôle. Et ça restera toujours comme ça. Alors maintenant qu'on a passé la structure, je te propose, si tu veux bien, qu'on attaque l'histoire au niveau des match-ups. Comment toi tu vois le deck quand tu l'emmènes sur un certain type de tournoi ? Qu'est-ce que tu attends de ton deck justement quand tu vas sur un tournoi? Parce que tu t'attends à avoir certains généraux, certains types de decks. Toi, tu vois ça comment? Alors oui, on s'attend à avoir certains types de généraux. Déjà, en fait, on s'attend à avoir surtout des decks qui sont assez interactifs. C'est là où notre deck brille, parce qu'en fait, la parade de notre général, liée au fait qu'on va avoir des effets pour défendre notre général, vont rendre tous les decks principalement basés sur l'interaction, moins intéressants. Également, on va vouloir espérer que les decks adverses ne proposent pas des menaces trop grandes trop rapidement. C'est ce qui va nous permettre d'être avantagés sur la présence sur le champ de bataille. Si mon adversaire joue Karizev, mon Wilson aura le petit avantage de dire, à partir du moment où j'ai un boost sur moi, je suis capable de bloquer le jeton Ragavan en boucle et je ne prendrai qu'un dégât sur des phases d'attaque, quand moi, en attaquant, je t'en mettrai 4. Basiquement, c'est l'idée qu'on veut avec notre général dans les cas d'aggro. Pour le méta en lui-même, il faut essayer de se placer de manière à gagner au moins contre une partie des decks forts du moment. On va avoir Grist, par exemple. Donc Grist, c'est un match-up un peu particulier. Selon la qualité du pilote, on va plus ou moins arriver à gagner. Les pilotes qui n'auront pas l'habitude de ce genre de stratégie, celle de Wilson, auront beaucoup de difficultés à interagir avec. Ils vont sûrement faire de mauvais choix. Là où des personnes qui sont un peu plus aguerries
auront une bonne qualité de jeu, et ça va se retrouver sur pas mal de decks différents. Si notre adversaire cherche à interagir avec son général, il pourra pas payer la parade très rapidement. Il a besoin de se développer pour pouvoir avoir plus de mana, pour pouvoir soit gérer la parade, soit faire des effets qui sont un peu plus débiles. C'est là où notre général, en fait, galère. Il galère quand notre adversaire il fait des choses un peu nombrilistes, qui ne s'occupe pas de ce qu'on fait. On peut manquer de rapidité à ce moment-là. C'est des match-ups qui sont très demandeurs en ressources. Vos curiosités sont super importantes. Quand on va jouer contre Yoshimaru, qui est un autre pack attendu du format, que ce soit dans sa version Boros ou sa version Naya, pareillement, on aura une petite difficulté, c'est ce côté où si jamais notre adversaire ne fait que jouer des créatures, on peut se retrouver avec un champ de bataille qui nous ait des effets favorables. À l'inverse, si notre adversaire va chercher à interagir avec Wilson, toujours, là on sera avantagé, c'est là où on peut briller et on va chercher à être dans ces situations-là. Les effets du type pump et du type renvoi de créatures sont assez intéressants. On veut avoir un minimum de dégâts qui passent sur nous. On devrait normalement, sur la durée, trouver les dégâts pour le battre. Je pense que le match-up est à 50-50. On a les arguments pour venir booster notre général plus haut que ses créatures à lui. Pour des match-ups du type Raffine, qui est selon moi un autre deck attendu, je pense qu'on est légèrement devant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une créature difficile à gérer, ce qui est un des axes que peut utiliser son deck. Et on va aussi avoir cette capacité à avoir une créature qui est un poil plus puissante que ce qu'il va proposer au début. Si tôt dans la partie, on arrive à garder notre général un peu plus puissant que ce que va faire notre adversaire, c'est là où on va pouvoir bloquer l'état de la partie et sûrement gagner. Si à l'inverse, notre adversaire arrive à gérer assez rapidement ce qu'on aura proposé, on aura du mal à rattraper la partie. Raffine, c'est un deck qui snowball beaucoup et c'est très difficile en vert bleu de venir l'empêcher de snowball. Après ça, on va avoir les decks plutôt contrôlisants. Donc pour ça, on va avoir Tivitz, on va avoir Will Eleven, donc 4C Breach. Ces decks, en fait, sont des decks qui vont avoir une masse critique d'interaction. Dans ces deux cas-là, l'avantage qu'on a, c'est que, comme dit plus tôt, on est très fort contre les interactions, on a le gros avantage de la parade, des sorts de protection. Toute cette partie-là du plan de jeu de notre adversaire, qui est quand même conséquente, on la gère plutôt bien. Je pense que c'est des match-ups qui sont positifs pour nous. Il faut être solide sur les appuis, ne pas laisser notre adversaire partir en combo. Ensuite, on va avoir des packs du type Burn, par exemple, Feldon. Ça, c'est un deck qui est un peu particulier. Nous, on le bat très bien. Beaucoup de decks le battront plus difficilement. En fait, ce qui est très cool, c'est que la plupart du temps, on gère très très bien toutes les petites menaces continues du deck adverse. Il va toujours perdre des créatures quand il va attaquer, et donc du coup, il ne pourra nous battre principalement que sur la partie burn, en gardant beaucoup de sorts de burn à jouer au dernier moment. On va aussi avoir un petit nouveau qui arrive dans le format, c'est Diada, c'est un deck réanimator. Je pense qu'on a un petit avantage, c'est la capacité à venir proposer des effets du type Spell Pierce, des contres en fait à peu cher, qui viendront soit l'empêcher de jouer son commandant, soit l'empêcher de jouer en fait tout ce qui lui permettra de remplir son cimetière. Si on est capable de le checker, normalement on le ralentit assez pour le battre entre temps. Donc pareil, je pense que c'est un petit peu avantageux. Là où notre deck va vraiment galérer, ça va être contre les sorties plus nombrilistes des decks en général. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Jitrog, c'est le gros problème parce qu'en fait, c'est des terrains qui viennent nous battre principalement. Et c'est cet amas de terrain, cet amas de mana qui va faire que la plupart de nos interactions habituelles ne fonctionnent pas. Et en plus de ça, on a du mal à interagir avec les terrains de manière générale en DC. C'est des decks, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Plus notre sortie est rapide, plus on a de chances de gagner. Dans les autres match-ups non-bilistes, le pire pour nous, c'est Sveltepath. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un deck qui est aussi un deck Voltron, qui a beaucoup plus facilement accès à des cartes clés dans le match-up. Je crois que c'est le deck contre lequel j'ai étonnamment le plus de win rate parmi mes très mauvais match-up. Si on a les clés du match-up, on peut se battre contre, mais sa capacité en fait à gagner du lien de vie, gagner de la protection contre la créature, protection contre des couleurs données comme le vert, comme le bleu, ça va nous rendre la tâche très difficile. Il va falloir être, je pense, assez chanceux ou en tout cas trouver des séquences un peu particulières pour arriver à le battre. Les clés, c'est souvent Boseiju, c'est souvent Otawara. C'est aussi souvent d'arriver à contrer en fait les auras. Au-delà de les contrer, petite carte intéressante dans ce genre de match, c'est une vigne de Vastebois qui peut cibler une créature de notre adversaire et empêcher à ce moment-là soit l'équipement, soit l'enchantement. Voilà, ça fait un tour des match-up. Je pense qu'on n'est pas forcément extrêmement bien placé puisqu'on va avoir certaines petites difficultés. Pour autant, le gros avantage, et ça le restera, c'est la capacité de s'adapter et aussi la capacité à avoir des sorties un petit peu débiles en fait avec ce deck-là. En général, ça se passe plutôt bien.
Alors un truc assez drôle avec ce deck-là, c'est que vu qu'on est sur un deck qui se compose principalement de petites cartes, en fait, avec des effets un petit peu particuliers, et souvent réédités ou édités mais avec des noms différents, c'est un deck qui va, je pense, s'améliorer avec le temps. C'est un deck où si vous allez chercher à avoir plus d'effets qui donnent la défense talismanique, vous allez probablement en trouver. C'est un deck, où si vous avez besoin de plus de piocheurs à 1 mana, vous allez en trouver et ça va arriver au fur et à mesure. Donc je pense que c'est un deck qui va vraiment bien se bonifier avec le temps et on pourra trouver au fur et à mesure beaucoup plus de consistance dans ce qu'on fait et dans notre plan de jeu de base. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. On vient de voir, effectivement, tu as bien expliqué, en tout cas les match-ups, c'est très très complet. On voit que tu as affronté vraiment beaucoup de choses au travers de ta carrière de buildeuse de Wilson. Est-ce qu'on peut parler un peu du budget? Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est... Je sais qu'on est déjà sur quelque chose qui est quand même très très bas en termes de prix. Il y a toujours le problème des terrains et des sorts gratuits. Est-ce que tu penses que c'est possible, toi, de passer outre ces sorts-là, notamment du coup en piochant dans ce fameux considering et ce fameux sideboard que tu as mis également dans la decklist? Alors, il faut voir que le deck, il a un gros avantage, c'est qu'il est assez modulable, assez adaptable, en fait, au metagame, au format, à ce qu'on peut attendre. Pour ça, il y a un sideboard avec la decklist qui vous est proposée ici, qui vous propose des modulations, que ce soit au niveau des effets de renvoi en main, que ce soit sur les elfes, que ce soit sur les pumps, que ce soit sur les contres, les piocheurs, voire même une menace supplémentaire avec Oko. Ça, c'est présent ici dans le sideboard, mais c'est également présent en considering avec des cartes que j'ai pas encore eu le temps de tester, mais qui sont, je pense, assez intéressantes. Ça vous donne une petite idée de choses à améliorer, à avancer, et je pense que c'est à creuser dans le futur. Je pense que c'est tout à fait possible en fait de diminuer le prix du deck. Au niveau de la mana base, en fait, je pense que la carte dont on peut le plus entre guillemets se passer, bah, c'est le Biland, parce que c'est la carte qui fera le plus chuter le prix de notre deck aussi au passage. Pour autant, c'est quand même très instable. Il n'y a pas de solution hein, miracle. Je pense que s'il faut échanger à la limite une carte comme Cité des Reins ou comme Confluence de mana, ça fera quand même chuter notre budget. C'est plutôt intéressant, je pense. Après, au niveau de ce qui va coûter cher, on va voir les sorts gratuits. On va voir force de négation et force de volonté. Pour descendre le budget, au niveau de ces cartes-là, c'est un poil complexe. C'est des cartes qu'on a vraiment envie de jouer et qui ont l'avantage en plus d'être très réutilisables dans plein d'autres decks bleus. Pour autant, est-ce qu'on peut s'en passer? Je dirais que ça peut passer, mais du coup, il faut trouver des alternatives comme Fuite de mana, Divert aussi, qui est une carte assez drôle. Peut-être qu'on peut essayer aussi de réfléchir à rajouter un sort de protection. Peut-être que Misdirection, moins cher, peut venir dans cette catégorie de sorts gratuits. Ça reste quand même moins intéressant, clairement, que les deux sorts que je viens de citer, force de négation et force de volonté. Après, au niveau des autres sorts un peu chers, on va avoir l'emprunteur intrépide et l'endurance. L'emprunteur, ça reste une carte qu'on a plutôt envie de jouer, parce qu'en fait, la carte est très très polyvalente dans ce qu'elle fait, et puis c'est une des rares cartes qui peut remplacer Wilson. L'endurance, c'est pareil, on a envie de la garder. À la limite, si vous avez un Oko peut remplacer, c'est quand même une très bonne carte en elle-même qui pourrait clairement avoir sa place dans le main deck de base. Moi, je la joue pas pour l'instant. Pour le reste de la mana base, les cartes qui sont un peu fortes, c'est forcément Otawara, Boseiju, Saga d'Urza, toutes ces cartes qui sont pas clés pour la stabilité de la mana base. Et après, les fetch, je conseille forcément de les acheter, sinon les mana base bicolores en aggro sont très difficiles à faire fonctionner. Eh bien, merci beaucoup, Domino. Très bonne explication, en tout cas, très complète. Merci. Si justement les gens trouvent qu'elle n'est pas complète, justement, cette explication, qu'ils ont envie d'avoir plus de détails croustillants, notamment comment tu affrontes tel ou tel match-up particulier ou deck en général, enfin bref, ils peuvent bien entendu, évidemment, poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Est-ce qu'il y a un autre endroit où ils peuvent te parler, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ou pas du tout? Ouais, on peut me retrouver déjà sur Twitter, DominoMTG. Je pense que je suis assez facilement trouvable. Après, on peut également me trouver sur Discord. Hein. Si vous avez accès au Discord des chroniques, vous regardez et je pense que vous me trouverez en tapant Domino, gentiment. Je suis sur Perf, je suis sur Magic Biquette, je suis chez plein de copains. Je réponds très agréablement aux questions, sans souci. Eh bien écoute, j'espère que les gens n'hésiteront pas justement à venir te parler pour avoir de plus amples informations sur ton deck. Si par ailleurs vous voulez entendre plus de Domino, retrouvez sa précédente deck tech consacrée à Niv Mizzet le ressuscité, que vous pouvez retrouver épinglé en haut à droite de cette vidéo, ainsi qu'en description. Bravo encore à toi pour cette performance, et voilà, je suis très content que tu sois venu
sur la chaîne pour vraiment parler un de tes decks de cœur, des jolis résultats, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu as quand même fait quelques tournois et gagné quelques tournois avec celui-ci. C'est vrai que pour le coup, je crois que c'est mon plus gros win rate de top 8. J'espère que tu iras encore loin avec celui-là. Merci. Sur ce, merci encore une fois à toi d'être venu parler de ton deck de cœur. Et puis sur ce, nous, on va vous laisser. Et puis on va vous souhaiter une très bonne journée, très bon courage pour vos tournois à venir. Et à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous. Bye.